Bah franchement, cette trêve internationale, elle était pas mal. On était peut-être un peu grincheux. Septembre, après 3 journées de championnat, déjà t'interromps la saison, tu brises notre momentum, notre kiff de retrouver le foot de club pour du foot de pays, vraiment. La Coupe du Monde qui se profile a donné énormément d'enjeux au match des 10 derniers jours. Ma copine était en voyage, donc j'ai pu en regarder beaucoup. Ça a peut-être aidé. Je me suis pris au jeu et j'ai vraiment kiffé. On avait déjà parlé il y a quelques jours de la folie de la zone Afrique. Les matchs, ils n'ont pas déçu. Hier à 18h, le Cap-Vert qui quasiment prend son billet pour la Coupe du Monde en battant le Cameroun. Incroyable. S'ils le font, ils seront le 2e plus petit pays de l'histoire à aller au mondial. 500 000 habitants au Cap-Vert. Ah, bien sûr, Sénégal, RDC, Sénégal à Kinshasa. C'était incroyable le comeback sénégalais pour eux aussi se mettre en position de force. Ils en avaient vraiment besoin. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Israël-Italie 4-5, on va en discuter de ça. On a parlé de l'Espagne qui a atomisé la Turquie 0-6, mais c'est quoi le mot après atomiser? Vaporiser, transformer en saumon fumé. La Norvège a écrasé la Moldavie 11-1, et ça aussi, on va en discuter aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses, donc on va parler beaucoup de choses. Le but, c'est de faire un petit récap des enseignements de cette trêve internationale. C'est impossible de tout couvrir, donc je vais faire un top 5. Mais promis, j'essaie de glisser le maximum de choses. Donc très content de vous retrouver les amis, très heureux, ça fait plaisir. Bientôt on a le foot de club qui reprend, mais disons un dernier mot de septembre sur cette trêve internationale. J'ai même pas encore parlé de la Bolivie. Peut-être j'aurais dû faire une preview aussi sur la zone CONMEBOL, pas seulement la zone Afrique, parce que sur la dernière journée, j'ajoute juste ça avant qu'on se lance définitivement, sur la dernière journée, la Bolivie a battu le Brésil. Regardez la réaction au coup de sifflet final du gardien quand il donne le ballon à l'arbitre. Il lui demande « C'est vrai, je peux vraiment te donner le ballon, c'est la fin du match ?» Ouais, c'est fini, ils battent le Brésil et donc ils chippent la place du Venezuela qui a perdu 3-6 à Caracas, quadruplé de Suarez, le Suarez colombien. Et donc la Bolivie est passée devant le Venezuela pour prendre la 7e place CONMEBOL qui donne accès au play-off. Donc le play-off interconfédération, peut-être que la Bolivie va aller au mondial. J'ai envie de dire retourner au mondial. En vrai, j'aurais dû checker. Je crois pas que c'est leur premier mondial. Je pense qu'il y en a eu un peut-être dans les années 70, 80. Il y a quand même un avant-centre bolivien très connu. J'ai juste pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas le citer là. Mais ouais, assez incroyable ce qui s'est passé en Amérique du Sud. On va y revenir notamment pour parler de l'Équateur dans quelques minutes. Mais j'ai envie de commencer donc, on va faire ça progressivement, de ce qui m'intéresse bien à ce qui m'intéresse beaucoup à la fin. Et on va commencer, pas par la cape, littéralement la casquette transmise par Thomas Tuchel à Elliot Anderson, pas par la moue de Gennaro Gattuso qui a fait cette tête, je pense, pendant 97 minutes. On va commencer par le virage américain. Est-ce que les États-Unis ont tourné la page? Est-ce qu'ils s'avancent en direction de leur mondial plus confiants désormais? Ils avaient perdu la finale de Gold Cup contre le Mexique. Avant ça, ils avaient perdu pas mal de matchs. 4-0 contre la Suisse, 3-1 contre la Turquie. Ils avaient pas mal souffert, les States, 2-1 contre la Turquie. Ils avaient perdu pas mal de rencontres. Et ils avaient démarré cette trêve avec une défaite aussi contre la Corée du Sud. Donc dans la nuit d'hier à aujourd'hui, là à 1h30 du mat, en vrai, il y avait un match amical, mais assez important, contre le Japon. Et honnêtement, ils sont allés chercher une belle victoire, les hommes de Mauricio Pochettino, qui avait un petit peu de friture sur la ligne entre lui et Pulisic. C'était un petit peu le drama américain, Pulisic, Pochettino, qui s'entendent pas, etc. Honnêtement, beau succès pour les States et très bon match de Pulisic, et qui a passé 4 dribbles, sorti 4 tirs, qui étaient dans toutes les bonnes incursions, comme ici, là, le ballon qui donne à Balogun pour le 2-0. Ils ont fait un bon match, les States, et Pulisic a été très bon. C'était contre un Japon qui a beaucoup fait tourner, typiquement Minamino, Mitoma est entré à l'heure de jeu, Kamada aussi. Ils étaient en mode expérimental, mais les States aussi. Les States aussi ont beaucoup expérimenté. Ils ont fait cette trêve sans Malik Tillman, sans Cardozo, sans McKennie. On regarde même dans les entrants, il n'était pas dans le 11. Timothy Weah n'a pas joué la moindre minute, même s'il était dans le groupe hier, sans Anthony Robinson aussi, bien sûr, le latéral gauche de Fulham. Donc ils ont beaucoup fait tourner et ils ont peut-être trouvé des réponses. Pochettino en a discuté il y a un petit moment, il disait on a 2 systèmes, le 4-2-3-1 et le 4-3-3. Après la Corée du Sud, à la fin du match contre la Corée du Sud,
Ils sont passés en 3-4-3 et ils ont démarré ce match contre le Japon en 3-4-3 aussi. C'était le premier match à 3 derrière de l'ère Pochettino et ça a apparemment très bien marché. Se sont distingués l'entrant Jack McGlynn, que je connais pas, beaucoup de joueurs de MLS en fait qu'ils ont fait jouer, que je connais pas pour être honnête. Roldan aussi, qui est apparemment un vétéran de MLS, 30 ans, des Seattle Sounders, qui a fait un bon match. Zendejas, qui s'est mis dans la contention, dans la compétition pour être dans la liste finale de Pochettino. Donc ouais, beaucoup de tests. Les États-Unis et le Japon sont vraiment deux nations de Coupe du Monde. Je pense que ils seront pas mal. Même si c'était un peu coup-ci coup-ça avant ce match, le luxe de ne pas devoir se qualifier, bah peut-être que ça te permet effectivement d'expérimenter et te donne un petit peu plus de temps pour trouver des réponses. Le temps commençait à manquer, mais ils ont peut-être fait un pas dans la bonne direction cette nuit. Et ils ont des gros matchs qui arrivent, amicaux bien sûr, mais Équateur, Australie, Paraguay, Uruguay, 4 nations de Coupe du Monde, pour se mettre encore un petit peu en chemin vers ce mondial. Mais ils ont quand même du talent et au mondial, les États-Unis sont jamais ridicules. De toute ma vie, j'ai jamais vu les États-Unis ridicules à une Coupe du Monde. Toujours au 8e de finale, dans des positions intéressantes. Donc ouais, j'oublie peut-être une Coupe du Monde, ils n'étaient pas qualifiés en 2018 aussi. Mais à la dernière, ils étaient pas mal. Au Qatar, ils étaient pas mal. Même contre les Pays-Bas, ils étaient intéressants pendant un moment. Donc ouais, peut-être que le vent commence à tourner pour les hommes de Mauricio Pochettino. Mon deuxième enseignement, il n'est pas difficile, attention à la Norvège. Et c'est un enseignement qui est, pour nos amis norvégiens, sponsorisé par d'autres amis nordiques, ceux de NordVPN. C'est très important spécifiquement sur ce point norvégien, parce que vous savez, j'utilise toujours NordVPN pour ma sécurité, pour masquer mon adresse IP, tout ça. Mais sur ce match Norvège-Moldavie, typiquement, je l'ai tapé dans YouTube. Je réussissais pas à trouver grand-chose. Il y avait ce faux résumé, comme il y en a beaucoup, surtout quand tu as un 11-1. Il y avait un résumé néerlandais, mais qui durait 2 minutes 46 pour mettre 12 buts. Et plus, comment est-ce que tu vas faire ? Du coup, je me suis dit, et je fais très très souvent ça, quand j'ai pas accès aux meilleures images, je vais me localiser en Norvège. Je vais actualiser YouTube. Et désormais, j'ai accès au résumé de la chaîne norvégienne de 8 minutes 58. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, cette chaîne norvégienne, là, TV2 Sport, elle est très très clutch parce que sur beaucoup de matchs, genre l'Angleterre par exemple, le 5-0 contre la Serbie, il n'y avait aucune image, en tout cas pour moi aux Pays-Bas. Et en me connectant sur la chaîne norvégienne, ouais, boum, un résumé de 9 minutes. Pareil pour Israël-Italie, l'Italie mettait qu'un petit résumé de 2 minutes, eux ils avaient aussi 9 minutes. Donc ils ont régalé, et NordVPN régale sur ce genre de choses. Si ça vous intéresse, vous avez accès en description à une très bonne offre de bienvenue, ça revient à moins de 3 € par mois. Sur 28 mois, avec 4 mois offerts, c'est nordvpn.com/willou si vous m'écoutez en podcast, vous avez juste à entrer ça. Sinon, allez dans la description, checkez ça. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette analyse de la Norvège. Effectivement, Erling Haaland, un quintuplé, ils ont été très très chauds. Ils avaient un flocage magnifique, j'ai l'impression d'être dans God of War. Ça, c'est un 9 qui fait très très scandinave, c'est le marteau d'Odin de Thor déformé, c'est la flamme d'Odin. Je ne suis pas un expert de mythologie nordique, mais ça claquait pas mal. Et ce qui est certain, c'est que la Norvège, c'est pas certain, mais ça en prend la bonne direction, en tout cas la bonne voie. Ils seront au mondial. 7,55 XG à 0,15 dans ce match, 34 tirs, 18 occasions de but. On en discutait hier. Surtout, cette 5e victoire en 5 matchs leur permet de prendre la tête du groupe avec 15 points. C'est 6 de plus que l'Italie, qui a certains matchs en moins, mais déjà qui a perdu 3-0 contre la Norvège et qui rattrapera jamais le différentiel de buts norvégien, parce qu'ils mettent des claques de partout. Ils avaient mis un 5-0 déjà à la Moldavie sur leur premier match, si je me souviens bien, 16-1 sur les 2 matchs. Ils sont à plus 21 de goal average. Et ouais, la Norvège va être à la Coupe du Monde. Je suis tellement heureux de cette issue parce que la Norvège à la Coupe du Monde, c'est un truc que je veux depuis longtemps. Déjà, il y a 2 ans, quand vous avez 2-3 ans, je vous avais fait ce sondage sur l'onglet communauté. Vous pouvez qualifier un pays de plus pour la Coupe du Monde. Vous choisissez Norvège, Italie, Algérie, un autre. L'Italie l'avait emporté. Et bien sûr, cette fameuse phrase, c'est pas une Coupe du Monde s'il n'y a pas l'Italie. Mais la Norvège, moi, je regrettais vraiment qu'ils y soient pas. Il y avait déjà le grand Erling Haaland, il y avait déjà Martin Odegaard, et les deux continuent de combiner très très bien. Encore une fois, contre cette Moldavie, on a vu Odegaard en transition, lancer Erling Haaland ici, cette qualité de finition. Ouais. T'as envie de l'avoir à la Coupe du Monde.
sur des actions aussi comme ça. Hardcore, le ballon qu'il met dans la profondeur. Et là aussi, la qualité de finition, il bat le gardien, mais se déporte un petit peu sur le côté. Pourtant, il est astucieux, le petit Piqué qui suit. Et la Norvège a un effectif, au moins sur les postes offensifs, assez hardcore. En plus d'Erling Haaland et Martin Odegaard, Strand Larsen, Noussa, Sorloth, Oscar Bob. Ils ont du monde. Ils seront au mondial. Ça me fait très plaisir. Je m'inquiète pas pour eux. Je m'inquiète un petit peu plus pour leurs voisins suédois. Les Norvégiens doivent être très très heureux parce que ça a été un rassemblement catastrophique pour la Suède de Jan Dahl Tomasson. Ils sont coachés par un Danois. Est-ce qu'il est en mission pour saboter la Suède? Ils ont non seulement fait match nul de partout contre la Slovénie le 5 septembre, et à part ce beau but d'Elanga, ici avec Yasin Ayari, c'était vraiment un beau but d'Elanga, et ce choc Gyökeres-Šeško, le deuxième en quelques semaines, après Arsenal United, il a un peu tourné au vinaigre pour les Suédois qui prennent déjà ce but de l'égalisation, énorme bourde de Robin Olsen, qui est un vrai maillon faible, il était catastrophique sur ce rassemblement, et ils prennent le but de l'égalisation sur une déviation de Šeško, et ensuite l'égalisation de partout, 90e. Donc ils ont lâché des points là, et derrière, ils ont perdu 2-0 lundi soir contre le Kosovo. Au Kosovo, en transition, catastrophe. Et Olsen, catastrophe. Ils ont été très nuls. Et c'est la Suède. Non seulement la Suède doit être à la Coupe du Monde, mais ils n'ont même pas joué la meilleure équipe de ce groupe. Ils ont lâché des points contre Slovénie et Kosovo, alors que la Suisse a claqué tout le monde. 3-0 et 4-0, 2 victoires en 2 matchs. On va pas parler de la Suisse aujourd'hui, mais on va peut-être en parler parce que eux, comme la Croatie, font partie des cadres européens qui sont en train de confirmer, qui sont en train de faire une très très belle phase de qualif. Mais la Suède les a même pas encore joués. Si la Suède n'est pas à la Coupe du Monde, la Suède d'Alex Isak, de Gyökeres, d'Elanga, de Larsson, de Bergvall, Isaac Hien, Yasin Ayari, Sébastien Nanasi, ils ont beaucoup de talent, la Suède. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont, selon Transfermarkt, le 12e effectif le plus valorisé du monde. La Suède a le 12e effectif le plus valuable du monde, devant beaucoup d'autres grosses nations. Typiquement, la Suisse est seulement 25e. Alors, Alex Isak gonfle un peu les chiffres, Victor Gyökeres aussi, mais on a vu, il y a des vrais joueurs, et honnêtement, ils sont très mal partis. Il va falloir qu'ils se rattrapent en octobre et en novembre. Également le cas de l'Allemagne, qui m'a un peu concerné. Ok, certes, à la maison, ils ont battu l'Irlande du Nord dans leur deuxième match de la trêve, donc c'est pas une catastrophe complète, même s'il a fallu attendre ce coup franc 72e de Wirtz pour vraiment qu'il se détache dans cette rencontre. C'était pas très très serein, mais j'ai vu leur défaite contre la Slovaquie en entier, le premier match où ils perdent 2-0. Il y avait quelques bonnes choses. Ce qui marche bien, c'est Stiller, Kimmich, Wirtz, Voltema 2. Là, quand avec du jeu oblique intérieur comme ça, Wirtz pour Kimmich, Kimmich pour Wirtz Stiller pour Kimmich, Kimmich pour Wirtz entre les lignes, Wirtz lancé, qui peut envoyer Voltema 2 dans la profondeur. Ok, ça c'est dangereux. Stiller-Wirtz, c'était un axe qui était régulièrement utilisé et qui marchait bien. Stiller, magnifique pied gauche, encore une fois ici, appuie sur Wirtz, un peu en escadinha, les petites obliques intérieures comme ça. Wirtz qui dévie sur Voltema 2, encore une oblique pour envoyer dans la profondeur Collins. Collins qui a fait un mauvais match, et Collins, Gnabry sur le côté, non. On voit avec le Bayern en ce moment, Gnabry axial à la place de Musiala. Ça a montré des choses intéressantes, notamment contre Leipzig l'autre jour, mais Gnabry, Collins, et Collins défensivement a été sorti à la mi-temps d'ailleurs. Il n'a pas rejoué au match retour, au deuxième match contre l'Irlande du Nord, en tout cas il n'était pas titulaire, parce que ça a été très difficile pour lui. Le dédoublement est un peu long, cette action ne va pas au bout. Sur les côtés, je trouvais que ce 4-2-3 allemand, il n'y avait pas grand-chose, mais plein axe. Quand Stiller par exemple fait ce qu'il fait de mieux, sans ballon, c'est défendre en avançant, agresser dans les pieds, que Wirtz s'en saisit, petit tour de magicien en pleine surface pour éliminer 2 gars magnifiques, après il bute sur le gardien. Ce triangle Stiller, Kimmich, Wirtz, ça pour moi ça m'a bien plu. Pour le coup, Stiller n'a pas été retitularisé au deuxième match, donc peut-être que Nagelsmann, dans son équilibre, il a totalement changé le système aussi, entre les deux matchs, passé d'un 4-2-3-1 à un 3-4-2-1, il n'y a pris plus axial justement. Peut-être qu'on reverra pas trop Stiller, mais c'est dommage parce que je trouvais qu'avec ballon, c'était un des meilleurs. Typiquement, voilà, beaucoup de passes qui cassent des lignes pour Wirtz interligne, demi-espace, bon contrôle, et ensuite le ballon mis, super passe tranchante pour Collins, l'action meurt un peu là. En plus de ça, ils ont avec Voltema 2,
Et on l'a vu quand Bowman a demandé ici à jouer long sur un ballon bas. Ils ont avec Voltema 2 une arme pour aussi allonger et trouver des seconds ballons comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, sans ballon, c'est un peu catastrophique. Ils se font constamment dévorer entre les lignes. Rudiger demande leur jeu ici, il n'y a absolument rien. Et cette passe tranchante là, Collins c'est tardif, ça fait grosse occasion pour la Slovaquie. Je trouvais aussi que ce 4-2-3-1, même les lignes avancées, c'est pas que la ligne de 4 derrière, mais même les lignes avancées, Goretzka, Gnabry, Wirtz et Kimmich Stiller, ils sont là pour avoir le ballon. Mais sans ballon, même deux joueurs que j'aime beaucoup, Wirtz et Stiller, l'intervalle se fait totalement transpercer par une passe qui est assez simple. Et Voltema 2 n'a pas mis de pression. Donc, difficile. Et quand tu ajoutes à tout ça la faiblesse absolue de Rudiger, et aussi de Jonathan Tah, mais Rudiger encore pire, c'était très difficile. Tah avec ballon, typiquement ici, il y a peut-être Wirtz qui offre une possibilité pour du jeu progressif. C'est un peu un paquebot. Tah, c'est un peu un porte-avions. Il a beaucoup de mal à tourner. Il est très lent. Balle au pied, il est obligé de rejouer vers l'arrière. Ici, trouvé par Bowman, la passe n'est pas un cadeau absolu, mais pareil, c'est dur à manœuvrer. Il perd le ballon haut, et derrière, on voit une chandelle catastrophique. Au lieu de la jouer en touche, une chandelle catastrophique au point de pénalty comme ça, ce qui met l'Allemagne en grand danger. Tah été en difficulté, mais Rudiger, c'était encore pire. Sur des incursions comme ici, où la pression allemande est battue, la pression, si on peut dire, en tout cas les joueurs hauts sont battus, Rudiger sort au contact, mais intercepte pas la passe, ça à la rigueur. Derrière, il déconnecte totalement, oublie de se replacer, et est en train de se faire engueuler par Goretzka là. Et perd son duel, qu'il doit jamais perdre, juste un duel à la course, avec le Slovaque qui marque. Strelec, je sais pas si c'était lui sur cette action, je me souviens plus, mais l'avant-centre slovaque dans tout le match a causé énormément de soucis à Rudiger, et ouais, là c'est juste inexcusable de déconnecter totalement comme ça, alors que Tah sort, il faut compenser. Les deux se sont pas du tout compris, et d'ailleurs Tah n'a pas été titulaire au second match. Dans la défense à 3, c'était Anton et peut-être Kor aux côtés de Rudiger, mais Rudiger a été remis. Mais là on voit, il se fait engueuler par Goretzka, bon mec, qu'est-ce que tu fais? Et battu à la course derrière, très difficile, pendant tout le match Rudiger a souffert, notamment face à Strelec, ici sur le 2-0, je me souviens plus si c'est Strelec ou pas, mais il le mange, incroyable. Et la Slovaquie a très bien joué. Franchement, la Slovaquie, c'était pas mal du tout. Peut-être il faut s'attarder plus sur leur qualité à eux dans ce match. Sous pression, ils sortaient très bien. Rudiger se fait déménager ici. Les bons appels et les bonnes passes très précises pour réussir des mouvements verticaux depuis la zone arrière, vraiment très bien fait. Mais ouais, il y avait un trou énorme dans cette charnière. Et Tah Rudiger, je suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt, parce que c'était vraiment une catastrophe. Donc l'Allemagne m'a pas du tout plu contre la Slovaquie. J'ai pas vu le match contre l'Irlande du Nord, mais ils ont l'air de s'en être sortis un petit peu au dernier moment. Un peu flippant pour l'Allemagne, qui est troisième de ce groupe, qui je pense va se qualifier à la fin. Honnêtement, sur le papier, ils ont un des groupes les plus faibles. Luxembourg, Irlande du Nord, Slovaquie. Et maintenant donc, ils vont avoir 2 matchs contre le Luxembourg, qui est en plus la moins bonne équipe du groupe. Je pense que ça va le faire à la fin pour l'Allemagne. Mais autant on a parlé l'autre jour de l'Espagne, qui non seulement a gagné, mais s'est positionnée comme un favori absolu de cette Coupe du Monde. On va parler de quelques autres nations aussi qui ont fait un bon pas en direction de ce statut. L'Allemagne, non, vraiment, j'ai trouvé ça assez mauvais. Et certes, c'est sans Musiala, il reste encore du temps, mais il va falloir voir des améliorations sur les prochains rassemblements pour considérer que cette Allemagne, comme elle doit l'être à chaque Coupe du Monde, est une vraie prétendante, est un favori à la victoire finale. Il n'y a pas que l'Allemagne qui a été en difficulté, l'Italie aussi. Ok, certes, une victoire critique pour eux contre Israël, 5-4 dans un match totalement fou. On voit la réaction de Gattuso, un match qui a commencé à dégénérer quand Israël marque le 2-1 à la 52e minute, et sur le coup de renvoi, l'Italie égalise. Ce ballon de Di Marco, il est repris par personne. Moise Kean, quelle reprise de volée, il a planté un doublé. Ça, c'est la très bonne nouvelle pour l'Italie. Top Kean. Ce match, il a semblé se calmer un peu quand l'Italie a pris les devants 4-2 à la 81e. Tu te dis, ok, tranquille, ça va le faire. Mais non, déjà, Bastoni marque un contre son camp. Ils auraient pu avoir 3 contre son camp. Il y en a eu 2 dans ce match. Je crois l'autre, c'était Locatelli. Ils auraient pu en avoir 3 parce que Donnarumma a eu un contre son camp annulé. Honnêtement,
pas convaincu du fait que ce but aurait dû être annulé. Ça fait 4-3, puis 4-4, 89e. Ok, l'Italie emporte finalement dans le temps additionnel avec un centre qui est repris par personne de Tonali. Et c'était le premier rassemblement international de l'ère Gattuso. 5-0 contre l'Estonie, 5-4 contre Israël. Ça fait 10 buts marqués en 2 matchs, peut-être c'est pas mal. Mais ce 4-4-2 qu'on a vu là, je ne sais pas s'il a un grand avenir. Politano, Barella, Tonali et un autre milieu axial, peut-être Locatelli. Keane Retegui, c'est pas mal, mais même Retegui, maintenant il est en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il va réussir à tenir le niveau jusqu'à la fin, jusqu'à la Coupe du Monde? Keane, par contre, c'était une très bonne chose. Il a fait un top match. Magnifique doublé. Très fort. Mais ouais, ils ont toujours, je pense, un petit problème et pas mal de questions à résoudre. Le temps presse, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Ils ont raté les 2 dernières Coupes du Monde et là, ils vont devoir passer par un barrage, je pense, parce qu'on a vu la situation de la Norvège, qui va être impossible à aller chercher. Donc ouais, c'est un peu chaud, tendu pour l'Italie. L'Italie, l'Allemagne et la Suède m'inquiètent un peu. Il nous reste 2 enseignements. Le premier, l'Équateur sera un problème. Et c'est l'occasion de parler un petit peu de ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Incroyable CONMEBOL, où l'Argentine, donc c'était la clôture de cette phase de qualif. Après 18 matchs, on a notre top 10. L'Argentine a terminé large première, 38 points. Les deuxièmes, c'est les Équatoriens, qui sont à 29. Colombie 28, Uruguay 28, Brésil 28, Paraguay 28, et la Bolivie donc à 20 points. Mais l'Argentine a mis une distance à tout le monde. Pourtant, ils ont quand même été battus par l'Équateur cette nuit. Dans un match typiquement sud-américain où tu peux te dire tranquille, tout le monde est qualifié, pépère. Ça joue à 10 contre 10 à la 50e minute. Ça n'existe pas, pépère. En Amérique du Sud, tu vois la réaction des Équatoriens au coup de sifflet final. Ils étaient fous. Battre l'Argentine, c'est important pour eux. Prendre la 2e place de ce groupe, c'est pas rien. Et attention à l'Équateur, qui, sur toute cette phase de qualif, en 18 matchs, alors a marqué que 14 buts, ok, mais on a encaissé 5. 5 buts encaissés en 18 rencontres, 5. Ils ont été super costauds. Ils ont en vrai une des meilleures défenses du monde. Hincapié, Pacho, Ordóñez et Caicedo devant pour protéger. Super jeune en plus. Personne n'a plus de 23 ans dans les 4 que je viens de citer. Donc ouais, attention à l'Équateur. Cet Équateur de Sébastien Becachese, un Argentin, 44 ans, qui fait du sacré taf. Et ils ont une belle équipe. Le Brésil, qui finit seulement 5e, un peu dodgy. Après, attention, la dernière fois que le Brésil a souffert en qualif comme ça, ils ont gagné la Coupe du Monde derrière. 2002, ils n'étaient pas très forts. Ils avaient perdu 6 matchs sur toute leur campagne de qualif. D'ailleurs, l'Argentine avait fini large première et l'Équateur avait fini 2e aussi. Et derrière, le Brésil avait pris sa 5e étoile. Donc attention quand même aux Brésiliens. Le Paraguay est de retour au Mondial pour la première fois depuis 2010. Ça a décrété un jour férié dans la foulée. Donc ils sont chauds. C'est l'Amérique du Sud. Ça fait kiffer. Les seuls pour lesquels je suis triste, c'est mes amis chiliens. Les gars, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ils terminent dernier de la phase de qualif avec 2 victoires en 18 matchs. Je crois qu'ils n'ont pas marqué un seul but sur leurs 6 dernières rencontres. 11 petits points seulement pour les Chiliens en 18 rencontres. On est très très loin du Chili de 2015. Et ouais, assez badant pour eux. Mais j'espère que la Bolivie le fera. La Bolivie au Mondial, ce serait assez stylé. Ouzbékistan, Jordanie, Bolivie, Cap-Vert. La série Coupe du Monde va être pas mal. Enfin donc, l'Angleterre lancée. C'est peut-être le grand enseignement de cette trêve. C'était la grande performance de l'Air Tourelle. Alors, sur The Athletic, ils sont contents. Je vais vous dire, tout le monde est très content. L'Angleterre a battu la Serbie 0-5 en Serbie. Avant ce match-là, il y avait des petites victoires contre Andorre, 3-0 sur les 2 matchs, en juin et l'autre jour. Ils avaient perdu contre le Sénégal à Nottingham, 3-1. Dans un gros match, ils s'étaient fait taper. Il y avait un côté un peu équipe de France à cette Angleterre, surtout équipe de France classique, où le job, ok, il va être fait de victoires contre Andorre, etc., mais c'est pas très convaincant. Est-ce qu'avec ce match, ils ont un peu plus basculé du côté Espagne de l'équation? Quand même pas, personne n'est au niveau de l'Espagne.
mais ils ont fait un top match et ils ont peut-être trouvé des réponses. Avec une ligne de 4 vraiment new look. Alors Gueye était là, mais aux côtés de Konsa, Ezri Konsa, James était titulaire, il n'y avait pas d'Alexander Arnold sur ce rassemblement. Livramento à gauche. Et la ligne de 3 du 4-2-3-1, Gordon, Rogers, Madueke, a très très bien marché. Mais la grosse histoire, c'est Elliot Anderson, qui lui a été excellent, a joué 2 fois 90 minutes sur les 2 matchs. Et ouais, franchement, l'Angleterre a été top. Gordon, dans le demi-espace ici, qui passe ce dribble intérieur magnifique, beaucoup de tranchants, beaucoup de mordants. Cette passe de Konsa pour Rogers entre les lignes, excellent contrôle, excellente remise pour Madueke. Et le but du 2-0, c'est celui que The Athletic a appelé ce but sublime. C'est vrai, très belle action collective. Madueke qui remet à l'intérieur pour notre ami Anderson et qui derrière propose. Anderson qui accélère, passe du gauche, très très belle déviation de Rogers en une touche pour Madueke justement, qui a fini dans une action vraiment avec beaucoup de verticalité et beaucoup de qualité. Donc, est-ce qu'ils ont trouvé leur équipe ? Est-ce qu'ils ont trouvé leur 11 ? Je pense pas tout à fait, parce qu'il va y avoir des retours quand même assez importants. Il n'y avait pas sur ce rassemblement international Jude, il n'y avait pas Saka, il n'y avait pas Palmer, il n'y avait pas Foden, il n'y a pas Alexander Arnold non plus. Colwill va revenir avant le mondial aussi. Est-ce que... mais déjà juste Jude, Saka, Palmer, est-ce que tu sors vraiment Rogers, Madueke, Gordon pour les mettre ? Comment est-ce que cette équipe va s'organiser ? Parce que Madueke a marqué des points, Rogers a marqué des points, et surtout Elliot Anderson au milieu de terrain a été très très important. C'est pour ça qu'il a reçu... Alors c'est pas pour ça qu'il a reçu la casquette, ça c'est la casquette de la cape, la première cape d'Elliot Anderson, c'était après le match contre Andorre. Mais élu homme de la rencontre, il y a des chances qu'il reste dans ce double pivot avec Declan Rice. Donc à une époque on parlait beaucoup d'Adam Wharton, c'est peut-être Elliot Anderson finalement leur solution. On verra ce que ça donne, mais cette Angleterre a été vraiment convaincante. Elle a tellement de talent, c'est assez hardcore de pouvoir aligner cette équipe, et la moitié des mecs que tu vois ici dans la liste n'y étaient pas. Donc ouais, très très intéressant. Et si en plus de l'Espagne, l'Angleterre arrive chaude au mondial, il va y avoir de la concurrence. Sur le niveau de talent, sur le niveau individuel, on n'avait jamais de doute. Mais si maintenant collectivement ça ressemble à quelque chose, c'était juste un match, faut pas trop s'enflammer. La Serbie c'est très faible aussi, tout ça on sait. Mais sur la physionomie vraiment, sur la production, il y avait des réponses. Donc c'est grosso modo ce que j'ai envie de retenir de cette première trêve. On est qu'en septembre, la Coupe du Monde c'est encore dans un moment. Et on aurait pu parler de beaucoup d'autres nations. J'ai évoqué vite fait la Suisse, aussi la Croatie qui discrètement est en train de bien performer. Et on n'a pas parlé d'Asie, parce qu'en Asie il n'y avait pas de match sur cette trêve. En gros, le format, c'est que les 2 premiers de chaque groupe, il y a 3 groupes, les 2 premiers, on les connaît depuis... Ah si, en fait, il y avait des matchs, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas de match. Si, il y avait des matchs, et on connaît les 2 premiers. C'est donc Iran et Ouzbékistan, dans le groupe A. Dans le groupe B, Corée du Sud et Jordanie. Et dans le groupe C, Japon et Australie. La manière dont ça va continuer pour l'Asie, c'est que ces 6 pays-là sont qualifiés. Et après, dans chacun de ces groupes, il y a 2 équipes qui ont fini 3e et 4e place, genre Arabie Saoudite et Indonésie dans le groupe C, Irak et Oman dans le groupe B, et dans le groupe A, Émirats Arabes Unis et Qatar. Ces 6 équipes-là vont jouer un mini-tournoi. 2 équipes vont se qualifier directement, et 2 équipes vont aller au 5e tour, et là j'imagine ce sera truc interconfédération avec CONMEBOL, avec CONCACAF et avec Afrique. Le truc c'est que ce mini-tournoi, là j'avais juste envie d'en parler vite fait, il me fait un peu bader parce que j'ai l'impression que, je sais pas s'il y a eu une petite entente, mais c'est des matchs qui vont se jouer uniquement au Qatar et en Arabie Saoudite, qui sont donc dans 2 groupes différents. Et c'est 3 matchs secs, il n'y a pas d'aller-retour. C'est Indonésie, Arabie Saoudite, Irak, Indonésie et Arabie Saoudite, Irak, typiquement dans ce groupe-là. Les 3 vont se jouer à Jeddah. Et dans l'autre groupe, les 3 vont se jouer à Doha. Donc, le Qatar et l'Arabie Saoudite partent quand même avec une belle longueur d'avance, visiblement. Ils ont l'air un peu favorisés. Mais ouais, on n'a pas trop parlé d'Asie. Donc ça me permet d'en discuter très brièvement. Déjà hâte
de la Coupe du Monde, mais content de retrouver notre foot de club aussi ce week-end. On a par exemple samedi Arsenal contre Nottingham Forest. Nottingham Forest qui est désormais coaché par Postecoglou. Donc l'ancien entraîneur des Spurs, déjà de retour à l'Emirates. On a des gros matchs un peu partout, parce que Atleti Villarreal, en Espagne, c'est déjà un méga match. En vrai, Atleti Villarreal, ce Villarreal est excellent. Et l'Atlético doit se rattraper. C'est à la maison, donc au Metropolitano. Très intéressant ce match samedi 21h. Et Juve Inter, 18h, méga match. Fio Napoli, pas mal aussi. Bayern Hambourg, ok. Et le lendemain, on a, bien sûr, dimanche soir, notre déplacement à Rennes et City United. Gros City United. Donc ça va être un beau week-end. J'espère que ce petit récap de trêve internationale vous aura plu. Ça nous aura permis de parler de beaucoup de choses et de commencer. C'est le premier pas en direction vers la Coupe du Monde. Prenez soin de vous. Rendez-vous très vite. Bisous.